Il est 13 h, vous êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue dans votre journal. 11 juillet 2022, journée africaine de lutte contre la corruption sur le thème « Gestion des fonds Covid-19 et leçons apprises en matière de transparence et d'intégrité ». La célébration officielle de cette journée s'est faite à la primature, donc hier en présence du Premier ministre et de nombreux membres du gouvernement. Certains parmi eux ont saisi l'occasion pour dévoiler leur stratégie. La gendarmerie nationale, dans sa mission de sécurité des personnes et des biens, a interpellé 6 individus dans un village de la sous-préfecture de Bongouanou, des individus qui troublaient la quiétude des populations. Ils s'en prenaient surtout aux commerçants des produits agricoles. Au Burkina Faso, des hommes armés ont assiégé dimanche 10 juillet la ville de Barsalogo. 5 civils, dont un enfant, ont été tués, des soldats blessés et un important lot de matériel emporté ou détruit par les assaillants. Lundi, hier, les assaillants sont revenus sur place avant d'être une seconde fois repoussés. Je vous le disais en titre, hier, lundi 11 juillet, la Côte d'Ivoire ainsi que tous les États partis à la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption a célébré la journée africaine de lutte contre la corruption. Gestion des fonds Covid-19 et leçons apprises en matière de transparence et d'intégrité. Et voilà le thème de la journée cette année. La célébration officielle s'est faite à la primature en présence du Premier ministre Patrick Achi. Les précisions de Dangui Dangui. La COVID-19 n'a pas seulement été une crise sanitaire ou humanitaire, elle a été aussi une crise de gouvernance, a déclaré la représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire ce 11 juillet à la célébration de la 6e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption. La résistance des pays en matière de reddition des comptes a été mise à l'épreuve, d'où la nécessité de repenser le rôle des institutions et des mécanismes de promotion de la transparence et de la reddition des comptes. La représentante de l'Union africaine a par ailleurs félicité la Côte d'Ivoire pour les réformes entreprises dans le cadre de la lutte contre la corruption. N'empêche que beaucoup reste à faire pour endiguer le phénomène, admet le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance. Au titre de l'indice de perception de la corruption développé par l'ONG Transparency International, la Côte d'Ivoire stagne encore à un score de 36 sur 100 et est classée 105e sur 180 pays en 2021. Il apparaît donc nécessaire de renforcer les instruments et mécanismes de promotion de la transparence, de la responsabilité et de la redevabilité. Le Premier ministre a saisi l'occasion de cette 6e édition de la Journée africaine de la lutte contre la corruption pour inaugurer un nouvel outil de lutte contre ce phénomène, à savoir SPACIA, système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilées. Véritable interface entre l'État et les citoyens, outil digital moderne et fluide, cette plateforme permettra de dénoncer facilement et précisément les actes de corruption dans tous les secteurs d'activité en vue d'en réduire drastiquement la prégnance sur notre société. Autre temps fort de la célébration officielle de la Journée africaine de lutte contre la corruption, un panel de haut niveau sur le thème « Gestion des fonds Covid-19 et leçons apprises en matière de transparence et d'intégrité ». Un reportage de Dangui Dangui et Sylvestre Nguesson. Les jeunes de la région du Poro viennent de recevoir des motos pour soutenir leur autonomisation. Une centaine de motos offertes par Mamadou Sangafoua Koulibaly. Le ministre entend même organiser prochainement une séance de formation de tous les conducteurs de taxi-moto de la région en vue de réduire les accidents. Le témoignage de Soro Corona de la station régionale RTI Boaké. L'auto-emploi reste l'une des solutions pour venir à bout de la question du chômage des jeunes. À Kourougou, région du Poro, le transport est la principale activité génératrice de revenus pour de nombreux jeunes. Pour accompagner ces conducteurs d'engins à 2 roues, 100 nouvelles motos ont été distribuées. Une action d'une structure de vente de motos. Les bénéficiaires de ces engins à 2 roues travailleront pour le remboursement du prêt octroyé. Une action rendue possible grâce au ministre Sangafoua Koulibaly.
Les jeunes se réjouissent du soutien du ministre qui leur permet de se prendre en charge et participer au développement de la cité. Ce soutien du ministre vient soulager de nombreux jeunes qui étaient en attente d'une moto pour pouvoir se prendre en charge. Le ministre n'est pas à son premier geste pour soutenir les jeunes de Korogo. Nous allons travailler pour qu'ils soient contents de nous afin d'aider d'autres jeunes. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a officiellement remis les motos aux jeunes. Sangafoua Coulibaly invite les bénéficiaires à être des modèles afin que d'autres jeunes puissent bénéficier de cette aide. Son porte-parole appelle les jeunes au sérieux. Je tiens à dire merci au ministre Sangafoua parce que vraiment c'est un geste pour montrer aux jeunes que nous, les politiciens, on peut les aider. Mais il faut avoir la confiance. Donc ils vont voir si, cette fois-ci, si les jeunes ont pu payer les trucs à temps. Vraiment, nous on pourra faire encore de plus que chacun ait une nouvelle moto pour vraiment faire son business. Le ministre Sangafoua offre également une assurance d'1 an et une formation en sécurité routière, une éducation routière pour réduire le taux des accidents de la circulation des engins à 2 roues à Korogo. Le cœur et l'esprit, c'est le titre du livre qui retrace la vie, le parcours et les convictions réelles de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le livre a été dédicacé récemment à l'Institut de formation politique qui porte le nom de l'ancien chef du gouvernement. C'était lors d'un panel de haut niveau qui a porté essentiellement sur les défis sécuritaires de l'Afrique. Les précisions de Souleymane Donisongou et Abou Sanogo. L'Afrique face aux défis sécuritaires internationaux. La montée du terrorisme et la guerre russo-ukrainienne. C'est le thème qui a réuni Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin, Alpha Bari, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, au cours de ce panel initié par l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Comment l'Afrique peut-elle relever les défis sécuritaires face à la montée du terrorisme? L'Afrique doit compter sur elle-même et je pense que la crise sécuritaire qui se vit actuellement entre la Russie et l'Ukraine doit faire prendre conscience aux Africains avec toute la mobilisation des ressources. Avec les réserves de gaz qu'on est en train de développer au Sénégal, en Mauritanie, au Mozambique, avec la montée des hydrocarbures, on commence à être un peu incontournable alors que les capacités de gaz disponibles dans le monde sont saturées en fait. L'Afrique est, d'une certaine manière, la maîtresse des raretés, celle qui a la capacité d'empêcher que les raretés étouffent la croissance du monde. Les auditeurs de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly se sont imprégnés des questions sécuritaires transnationales. Une séance de présentation et de dédicace du livre qui retrace le parcours du regretté Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a permis aux étudiants de cet institut d'appréhender les valeurs qu'il incarnait. On découvre vraiment un homme de fidélité, un homme vraiment très attaché à ses valeurs, qui inspire beaucoup pour nos jeunes aujourd'hui, parce que Amadou Gon Coulibaly a été un fidèle parmi les fidèles du président Alassane Ouattara. À la jeunesse ivoirienne et à la jeunesse africaine, c'est le moment de se réveiller. L'Afrique compte sur la jeune génération que nous sommes et ensemble, il faut relever le défi d'une nation forte et le défi d'une Afrique solide, constructive, une Afrique qui gagne. Ce livre de 155 pages qui comprend 11 chapitres évoque la vision de feu Amadou Gon Coulibaly pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly a pour objectif l'amélioration de la participation des jeunes à la vie politique en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine. Transfrontalière, la lutte contre le terrorisme, mais aussi la sécurité à l'intérieur de nos États. Nos forces de défense et de sécurité veillent au bien-être des populations. La gendarmerie nationale vient d'ailleurs d'interpeller 6 individus dans un village de Bongouanou, dans la région du Morono. Ces présumés malfrats troublaient depuis quelque temps le sommeil des commerçants de la zone. Depuis Bongouanou, le reportage d'Abou Sanogo. Ces 6 individus ne séviront plus dans la région de Bongouanou. Eux qui avaient pour habitude de troubler la quiétude des habitants de la localité de Brou-Akwessou, le dimanche 26 juin dernier aux environs de 19h, et ils sont entrés dans une boutique de vente de produits agricoles. Un coup de feu retentit et alerte les populations qui aussitôt volent au secours du boutiquier. Pris de panique, ils vont s'échapper, abandonnant une arme à canon scié et une balle. Informé de cette attaque, la gendarmerie nationale ouvre une enquête.
Les investigations menées ont permis aux éléments de la brigade de sécurité rurale 2 de mettre le grappin sur 6 individus. Ils sont promptement conduits à la brigade territoriale de Bongouanou pour être déférés devant les juridictions compétentes. Quelques jours plus tard, 3 présumés coupeurs de route sont mis hors d'état de nuire sur l'axe Daoukro-Ngatakro. Armés, ils tentaient de s'installer en vue de mener une attaque. Surpris par les forces de l'ordre, ils ouvrent le feu en direction des gendarmes, qui ripostent automatiquement. Bilan, 3 individus non identifiés abattus. Une Kalachnikov à crosse sciée sans numéro, un chargeur garni de 5 munitions de 7 mm 60, une machette et 2 téléphones portables saisis. Les éléments de la brigade de Daoukro se sont rendus sur les lieux et ont procédé aux constatations d'usage. Et quand il y a la sécurité, tout est possible, tout peut se faire. La première édition du Cacao Jazz Festival, par exemple, se tiendra les 6, 7 et 8 octobre prochains, ici à Abidjan, initié en vue de promouvoir et de maintenir le rang de la cacao-culture dans le monde. Les organisateurs de l'événement viennent d'en faire le lancement, occasion pour eux d'inviter tous les acteurs concernés par la culture du cacao en Côte d'Ivoire de s'approprier l'événement dont l'objectif est de contribuer à la promotion de la culture du cacao par le jazz. Espérance Diakale, Cheikh Kone, Aboubakar. Enseigner aux tout petits les bienfaits du cacao et toutes ses vertus à travers la promotion du chocolat. C'est l'une des perspectives qui ont meublé le lancement officiel de la première édition du Cacao Jazz Festival. Cet événement a pour but de contribuer à la promotion de la culture du cacao et au rayonnement culturel de la Côte d'Ivoire par la musique jazz. Cacao Jazz, c'est le jazz enrobé de cacao. Le cacao est un aliment d'élite et le jazz également est une musique d'élite. En fusionnant les deux, je crois que ça nous donne une certaine dimension de la Côte d'Ivoire qui est de retour et qui s'affirme, qui marche en avant dans son développement. Donc à ce festival, ce sera l'occasion de faire la promotion de toutes nos cultures. Ce festival répond à la volonté du chef de l'État de redonner à la Côte d'Ivoire sa place dans la valorisation de la cacao-culture. À travers la musique et les danses folkloriques qui vont accompagner le Cacao Jazz Festival, je pense qu'il y aura un engouement de la population et ça va attirer un peu plus de monde. 10 000 participants sont attendus à cette première édition du Cacao Jazz Festival qui va se tenir du 6 au 8 octobre 2022. Le travail forcé des enfants est un risque dans la chaîne d'approvisionnement de cacao. À Soubré et dans la région de la Nawa, on lutte contre le travail des enfants. Des coopératives agricoles viennent de remettre du matériel roulant et d'autres équipements aux paysans de la région. On en sait plus avec Jean-Marc Djadji. 6 salles de classe, une pompe hydraulique, un magasin de stockage de produits agricoles et 16 motos. C'est l'ensemble des dons des paysans de la coopérative Kwasi aux pisteurs, bénévoles et agents formateurs d'Amaragui. Objectif, contribuer à la lutte contre le travail des enfants dans les champs de la sous-préfecture d'Upoyo. Ils nous ont donné cette moto pour pouvoir aller dans les sections, dans les villages pour sensibiliser nos parents afin de mettre les enfants à l'école. Parce que leur place se trouve à l'école et non dans les champs de cacao. On a reçu les engins, on a déjà commencé à sillonner les villages pour pouvoir permettre aux parents de comprendre l'importance de l'école. Parce qu'aujourd'hui, depuis que la fondation ICI a pris en main la résolution de permettre à un enfant d'aller à l'école, donc nous sommes aussi inscrits dans cette vision-là. Occasion pour les donateurs de tenir leur 14e Assemblée générale ordinaire. C'est une lutte, je pourrais dire, étatique. Et nous, en tant qu'acteurs de la filière café-cacao, nous aussi, nous avons à soutenir cette lutte de la Première Dame. La campagne de sensibilisation des agriculteurs d'Amaragui cibleront les 15 villages de la localité d'Upoyo. Les résultats de fin de formation des IFEF sont connus. Résultats session 2022. Les IFEF, ce sont les institutions de formation et d'éducation féminine. On enregistre donc cette année 680 admis sur 714 candidats ayant pris part à l'examen. C'est un taux de réussite de 95,23% contre 86,06%
en 2021. C'est la directrice de la formation au niveau des IFEF qui a procédé ce matin même à la publication de ces résultats. On prend à présent la direction de Gagnoa dans la région du Gor. Gagnoa qui vient d'abriter la sortie de la 44e promotion de son CAFOP, le centre d'animation et de formation pédagogique. Et ces nouveaux enseignants sont appelés à faire preuve de professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Et Jean-Marc Djadji, reportage. 363 élèves maîtres de la 44e promotion du CAFOP de Gagnoa célébré dans l'enceinte de cet établissement fondé en 1977. Toute la promotion reçoit solennellement le baptême du parrain, le président du conseil régional du Gor, Joachim Didier-Bagnon. L'honneur est revenu au président du conseil départemental des chefs de village de Gagnoa, Dr Dagbo Gadji Joseph, de rendre hommage au directeur du CAFOP pour ses actions en faveur de la culture du terroir et le développement de la localité. Non seulement il donne le savoir-être, tout ça aux élèves maîtres, mais il va au-delà. Et il fait de la culture son cheval de bataille. Le parrain et le directeur du CAFOP ont invité les nouveaux maîtres à respecter l'éthique et la déontologie du métier d'enseignant. Recherchez d'abord l'échelle des valeurs qui vous permettra d'arpenter les différents emplois, grades et échelons au bout desquels se trouve l'échelle des salaires. Quand on choisit ce métier, on est le plus riche du monde. On est plus riche du monde. On est plus fort que qui que ce soit. Parce que c'est vous qui fabriquez les présidents de la République, les procureurs, les préfets. Plusieurs agents du CAFOP et retraités ont reçu des prix pour la qualité de leur travail. La 44e promotion passe le flambeau à la suivante, qui entamera dès la rentrée 2022-2023 sa dernière année de formation. Outre leur rôle d'enseignants, ces nouveaux instituteurs seront aussi des éducateurs qui veilleront à lutter contre la consommation de la drogue et les grossesses en milieu scolaire. Le Rotary Club d'Abidjan, lui, en tout cas, en fait son cheval de bataille. Le club service sensibilise les élèves à s'éloigner de ces fléaux. Evelyne Yoboué, Jean-Marc Djadji, à Boussoro. Zéro grossesse en milieu scolaire, c'est le combat que mène le Rotary Club d'Abidjan. Engagé dans la lutte depuis 5 ans, cette structure pousse le bouchon un peu plus loin. Cette fois, un accent particulier est mis sur le phénomène de la drogue en milieu scolaire. Cette année, ce sont les élèves du collège moderne d'Anhaut-Paulin d'Atekoubé qui sont ciblés. Dans ce coaching, j'ai retenu que la grossesse précoce en milieu scolaire anéantit nos études et freine notre avenir. J'ai appris que la drogue n'est pas une bonne chose pour nous les enfants. C'est un nouveau collège qu'on veut comme projet pilote parce que les enfants commencent à rentrer dans l'adolescence. Ils ne côtoient pas encore des élèves un peu plus élevés, donc ils sont dans un environnement qui est plutôt protégé et on veut les aider à maintenir cette tendance. Quand les enfants sont exposés à la drogue, ça donne au sexe. Et nous avons estimé que les deux fléaux sont liés. Nous voulons que d'ici dans 5 ans, on puisse avoir des écoles où il n'y a pas de grossesse en milieu scolaire. Les Rotariens d'Abidjan entendent participer à l'éducation et à l'épanouissement des jeunes écoliers, d'où la présence du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Environ 5 833 grossesses en 2020-2021, c'est excessif. Donc, il faut poursuivre avec la sensibilisation, mobiliser les enfants de cette façon, les conscientiser pour qu'eux-mêmes ils prennent en main leur avenir. Au cours de cette sensibilisation, les meilleurs élèves du collège ont été primés pour leur performance lors de l'année écoulée. Allons-y à Bouna, région du Bonkani, à quelques 500 km d'Abidjan. Sur place, s'est tenue la semaine dernière la 2e session ordinaire du conseil municipal, réunion au cours de laquelle le budget modificatif du conseil a été adopté avec désormais une plus grande orientation sur l'éducation et la salubrité de la ville. La correspondance d'Herman Yamia. La problématique du développement de la ville de Bouna au cœur des échanges à la 2e session ordinaire de l'année 2022 du conseil municipal de Bouna. La salubrité de la ville, l'éducation, la santé et les infrastructures routières ont constitué les points saillants de cette rencontre.
Le conseil a décidé donc de doter la mairie donc, de bennes et de tractopelles pour donc indiquer d'un coin qui vont recevoir donc les ordures ménagers et par la suite les services de la mairie passeront donc pour ramasser ces ordures. Nous on parle aussi de la scolarité des enfants. On constate aussi que de plus en plus un manque criard de tables-bancs donc, dans les écoles. Donc c'est des choses qui ont été mises donc, dans le programme triennal. Au cours de cette deuxième session ordinaire du conseil municipal, il a été surtout question de l'adoption du budget modificatif de l'exercice 2022 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 318 370 000 francs CFA et du programme triennal 2023, 2024 et 2025. Le maire indique que les 3 années à venir vont connaître une intensification des projets afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Aussi, insiste-t-il, la pression sera mise sur les entrepreneurs à qui des travaux ont été confiés afin de les achever dans un délai raisonnable. Dans le cas donc précis, l'État a donné 5 km de voies à Bouna. Malheureusement, l'entreprise qui a été choisie est défaillante. Vous constatez que les travaux n'avancent plus. On les a approchés, on a échangé avec ces entreprises-là. Nous avons donc parlé des factures impayées. Donc nous allons donc essayer d'approcher le précis. Pourquoi pas le trésor, pour voir si une solution peut être trouvée pour que donc, cette entreprise puisse être payée pour qu'elle puisse terminer les travaux. En marge de cette session du conseil municipal, Bouraïma Ouattara a profité de l'occasion pour magnifier les mamans de la commune. Au nombre de 300, chacune des mamans présentes à cette cérémonie est répartie avec un présent à la maison. La deuxième édition du Salon des collectivités territoriales se tiendra fin septembre, du 29 septembre au 1er octobre précisément. Selon le président de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, le salon réunira les élus locaux, les opérateurs économiques et les acteurs de la décentralisation. Laure Goretti et Jean-Marc Djadji étaient cette semaine au lancement du salon. Du 29 septembre au 1er octobre 2022, se tiendra à Abidjan la deuxième édition du Salon des collectivités territoriales. Une plateforme d'échange qui réunit élus locaux, opérateurs économiques et l'ensemble des acteurs de la décentralisation pour le développement local. Salon des collectivités territoriales, qui est le salon national qui réunira tous les grands acteurs de la commande publique avec leurs partenaires spécialisés dans l'aménagement de nos différents territoires. Donc c'est le seul rendez-vous qui rassemble l'État central, les collectivités territoriales, les entreprises du secteur privé et les partenaires techniques et financiers. Il s'agit de mutualiser nos forces. Il s'agit de présenter nos préoccupations, de monter nos projets et de venir rechercher des financements. Le ministre Paulin Danho, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, a invité les maires et élus locaux à participer massivement à cette rencontre riche d'opportunités. Nos territoires sont souvent en mouvement. Il est nécessaire donc d'en assurer la promotion en rendant visibles nos actions, mais aussi en créant un véritable partenariat entre les collectivités territoriales et le secteur privé. Il convient de mettre donc en avant des solutions impactantes des solutions impactantes pour nos territoires sur des thématiques comme l'aménagement du territoire, la mobilité. Tels sont les objectifs, nous en sommes convaincus, de ce salon des collectivités de l'année 2022. Placé sous le thème Développement des territoires, actions publiques et solutions privées, cette deuxième édition du Salon des collectivités territoriales permettra aux élus de partager leurs expériences, exposer leurs problèmes et trouver des partenaires pour accompagner le développement de leur localité. C'était un reportage de Laure Goretti et Célestin Frodo, reportage commenté par Jean-Marc Djadji. Place au chapitre Covid. Hier lundi 11 juillet, 5 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés par les autorités sanitaires. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 84 084 malades de coronavirus depuis le début de la pandémie en mars 2020. 805 décès sont à déplorer depuis, avec 113 cas actifs. Faites-vous vacciner et si c'est déjà le cas, continuez tout de même à respecter les mesures barrières.
On en vient maintenant à cet atelier sur l'optimisation du recouvrement des amendes forfaitaires, les amendes qui visent les infractions au code de la route. Cet atelier, organisé par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, avait pour objet de repenser la stratégie de recouvrement afin d'en accroître le montant. Jean-Luc Bangbo, reportage. De 332 millions à 998 millions de francs CFA. C'est le bond réalisé dans la collecte des amendes forfaitaires entre 2018 et 2021. Mais cette performance est, selon la Direction générale du Trésor, bien en deçà des résultats escomptés au vu des potentialités offertes par la multiplication des contrôles routiers et l'accroissement du parc automobile ivoirien. Vous savez que lorsque les populations estiment que le paiement qu'ils font n'est pas utilisé à bon escient, ne va pas nécessairement dans la caisse de l'État, dans les caisses de l'État, elles sont réticentes à s'acquitter de ce qu'on leur demande de payer. La tenue de cet atelier répond à la nécessité de repenser les modalités de sensibilisation à l'endroit des populations, mais également des acteurs institutionnels. Au nom de ces derniers, le Centre de gestion intégré, en charge de la vidéo-verbalisation. À la date d'aujourd'hui, les équipements ont pu relever automatiquement un peu plus de 3 millions d'infractions au code, différentes infractions, excès de vitesse, non-port de ceinture, téléphone au volant. Et ces infractions ont généré un certain nombre de ressources. Nous sommes aujourd'hui autour de 250 millions en moyenne par mois. Pour la Direction générale du Trésor, il s'agit de mettre en œuvre une démarche novatrice, fondée sur une action commune visant à rassurer la population. Les experts ici présents nous instruiront sur les stratégies envisagées afin de dissiper les réactions d'incompréhension et de rejet en expliquant aux populations le sens des actions menées en matière d'amende forfaitaire et de rendre ainsi le grand public plus réceptif au paiement de l'amende. Les amendes forfaitaires, faut-il le rappeler, visent les infractions au code de la route. Cet atelier est la première étape d'une vaste campagne de sensibilisation qui s'étendra à partir du 15 juillet prochain sur 14 chefs-lieux de district. Le 23 juin, c'était la journée internationale des veuves, journée célébrée récemment dans la commune d'Adjamé à l'initiative de la fondation Kisakone, Fondation internationale des veuves d'Afrique. Une célébration pour interpeller les populations et le gouvernement sur la condition de la veuve en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Jean-Marc Djadji. Plus de 1000 veuves célébrées dans le quartier de Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Une attention particulière est portée sur ces femmes vulnérables à l'occasion de la Journée internationale des veuves. Une opportunité pour les veuves de Côte d'Ivoire de revendiquer une amélioration de leurs conditions de vie et le respect de leurs droits. Elles ont notamment remercié leurs bienfaiteurs pour l'assistance à leur égard. Le seul fait de vous voir parfois est signe d'espoir et de réconfort pour nous, chers présidents. Des veuves dans l'incapacité de payer leurs factures d'électricité, privées de courant, ont vu leur électricité établie grâce au soutien de la FIFA. Le ministère de tutelle et ONU Femmes ont rappelé leurs actions conjointes dans les domaines de la législation en faveur de ces personnes défavorisées. Initiatrice de cette célébration, la fondation Kisakone aspire à la perpétuer. Souvent face à des difficultés financières, nous avons compris avec ces veuves, lors de leur formation par la FIVA, qu'il fallait juste des formations sur les activités génératrices de revenus à ces veuves, afin de leur permettre de mieux gérer et de mieux faire prospérer leur petit commerce. L'on enregistre à ce jour en Côte d'Ivoire plus de 380 000 veuves, selon les données de ONU Femmes.
Je vous le disais en titre, au Burkina Faso, des hommes armés ont assiégé dimanche dernier, dimanche 10 juillet, la ville de Barsalogo, à 45 km au nord de Kaya, obligeant l'armée à battre en retraite. Mais l'arrivée de l'aviation et du renfort a permis de repousser les assaillants. 5 civils, dont un enfant, ont été tués, des soldats blessés et un important lot de matériel emporté ou détruit par les assaillants. Lundi, les assaillants sont revenus sur place avant d'être une seconde fois repoussés. Cette attaque dans la commune très stratégique de Barsalogo inquiète les populations de la région, surtout celle de Kaya. Après avoir fui samedi le palais présidentiel assiégé par les manifestants, le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa a été bloqué mardi à l'aéroport international de Colombo. Le chef d'État contesté, qui a promis d'annoncer sa démission mercredi, a été confronté à un face-à-face humiliant avec les agents de l'immigration, l'empêchant de s'exiler à l'étranger, selon donc des sources officielles. Gotabaya Rajapaksa est accusé d'avoir mal géré l'économie, menant à l'incapacité du pays en manque de devises étrangères à financer les importations les plus essentielles à cette population de 22 millions d'habitants. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais n'allez pas très loin. Tout à l'heure à 16h, vous pourrez suivre le magazine. Ça fait l'actualité présentée par Mariem Touré et qui va porter sur la vaccination. La campagne de vaccination couplée face à la flambée des cas de Covid-19. L'invité de Mariem Touré est bien sûr professeur Daniel Kra, directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination. À demain, 13h.